Bonjour à toutes et à tous. Je suis absolument ravie d'être là avec vous parce que c'est un sujet qui nous passionne. On vit au cœur de ces sujets de transformation de business model et d'innovation et je pense que dans 10 ans, on sera encore exactement sur les mêmes sujets. Donc, je suis l'un des vice-présidents d'IBM France dans le COMEX. J'ai eu une vingtaine d'années très centrées sur le business, bien que j'ai eu des rôles extrêmement différents dans le domaine du software, dans le domaine du financement. Bien sûr dans des rôles commerciaux également, la moitié du temps en Europe, Moyen-Orient, Afrique et l'autre moitié du temps en France. Et aujourd'hui, j'ai une responsabilité un peu particulière. On a 80 sociétés dans le monde pour lesquelles on considère que nous devons avoir une approche très différente parce qu'elles représentent des enjeux stratégiques importants pour nous. Et donc dans ces 80 sociétés, il y a SNCF en France. Et donc je suis managing director de l'entité qui s'occupe des relations avec SNCF et avec Geodis. Voilà. Par ailleurs, notre présidente mondiale, étant donné l'ampleur de la transformation que nous devons opérer, a sollicité 300 exécutives à travers le monde pour être vraiment les relais, les agents de la transformation dans les différents pays. Et donc, je fais partie de ces 300. Donc, je dirais, chaque matin, je me pose la question de qu'est-ce qu'on va faire différemment ou mieux pour cette transformation, parce que je pense qu'il n'y a pas de recette miracle. Voilà. Alors, ce que je vous propose, c'est de partager donc notre expérience, notre vécu. Nous avons eu des moments d'égarement et puis des moments de succès. Globalement, ce que l'on peut dire, c'est que nous avons fondamentalement avancé. Donc, les points majeurs, je dirais, dans cette transformation, c'est le business model. Donc là, on a fait une révolution complète et je vous propose de regarder un peu ce qu'il y a derrière. Le rôle pivot de l'innovation, donc bien sûr sur le business model, mais aussi sur le modèle de l'entreprise. Et le troisième sujet, c'est la dimension humaine, parce que je pense que c'est justement l'aspect fondamental de tous ces grandes transformations. Alors, ce qui nous caractérise, d'abord, on est dans un secteur d'activité hyper exigeant. Je suis sûre que tout le monde le revendique, mais certains ici, qui sont des dirigeants du secteur informatique, ne me contrediront pas, certainement. C'est hyper exigeant. Grande concurrence, grosse attente bien sûr en termes d'innovation. On a passé des moments extrêmement difficiles parce que nous avons failli mourir dans les années 90. On a été très gros, mais on a failli mourir. On était asphyxiés et on allait vraiment dans le mur. Donc on a passé 25 ans de transformation extrêmement intense. Et de nouveau, notre industrie est à la croisée des chemins, je dirais, avec des challenges qui nous paraissent extrêmement profonds et en même temps qui représentent de très belles opportunités à la fois pour les acteurs de l'industrie informatique, mais aussi pour tous ses clients, parce qu'en fait, aujourd'hui, toutes les approches digitales vont permettre de transformer le business model et de créer beaucoup d'opportunités pour tous les secteurs d'activité. Voilà, donc c'est vrai que c'est une industrie, je dirais, qui requiert beaucoup de vigilance. L'autre caractéristique, c'est que nous sommes gros. Vous allez voir, par moments, on parle de très gros chiffres. Ce n'est pas pour être arrogant, c'est juste pour dire que, justement, quand on parle de transformation, la question légitime, c'est est-ce qu'un dinosaure sait se transformer? Comment on transforme un dinosaure? En général, les images qui étaient associées à IBM, c'était plutôt du lourd. Mammouth, éléphant ou dinosaure, et rarement la gazelle. Et nous, on revendique justement d'avoir l'agilité de la gazelle. Et quand je parle de dinosaure, c'est qu'en fait, on a passé le centenaire. Et donc, tout l'enjeu pour nous, dans notre transformation, c'est d'être prêt pour un deuxième centenaire. Et ça requiert quand même, évidemment, d'être positionné sur les bons sujets, on va dire. Voilà. Alors, c'est ça. Voilà, super. Bon, juste rapidement, je ne vais pas vous abreuver de chiffres, mais la carte d'identité. Donc, on représente 450 000 personnes dans le monde, à peu près 100 milliards de chiffre d'affaires. La première chose que je veux faire valoir, c'est 57 milliards dans les services. Donc, qui certainement correspond à un très gros changement, et on va revenir là-dessus, par rapport à ce qu'on peut imaginer d'IBM et ce que beaucoup de personnes ont encore en tête. En termes de modèle financier, c'est un modèle financier qui tourne bien, et on va voir que ça, c'est extrêmement important pour nous pour pouvoir financer en fait la croissance, l'innovation, et pouvoir se permettre le luxe d'être toujours tourné vers l'avenir. Quand on a à gérer un présent qui est extrêmement préoccupant, on peut par moments être tenté de sacrifier un peu l'avenir. Et donc, nous, on a été très souvent confrontés à ce genre de choix, mais je dirais qu'on a toujours eu le parti de maintenir nos investissements pour l'avenir. Et ça, on va revenir là-dessus.
Alors, par rapport à ce côté justement investissement pour l'avenir, c'est l'importance de la recherche. Donc, sur ces 103 ans pour IBM Corporation et 100 ans pour IBM France, donc ça, on est très content de fêter nos 100 ans cette année en France. On dépense 6 milliards par an de dollars dans la recherche. Juste pour vous donner un ordre de grandeur, on a déposé 50 000 brevets les 20 dernières années et ça fait 21 ans en fait qu'on est l'entreprise qui dépose le plus de brevets. Donc pour nous, je dirais, c'est vraiment fondamentalement cet investissement, c'est vraiment la dernière chose à laquelle on renoncerait. Alors la question, c'est comment on arrive à financer cet investissement. Et puis la deuxième question, c'est qu'est-ce qu'on en fait, évidemment. Parce que c'est vite fait de se perdre aussi dans de tels volumes. On a 3000 chercheurs et puis nous allons voir que par ailleurs, on a fait des gros mouvements dans nos activités et acquis des sociétés. Donc il ne faut pas se tromper quand on met autant d'argent et autant de personnes sur ce sur quoi on cherche. Voilà. Alors, ce que je vous propose, c'est de regarder donc, les trois aspects que je voudrais qu'on partage. La première chose, c'est vraiment la stratégie. Et je dirais, c'est une approche délibérée, intentionnelle, de continuité, surtout quand ça tangue, et de dire on fait des choix et on va aller au bout de nos choix. Alors évidemment, il faut être sûr de ces choix, ou en tout cas avoir les moyens de les valider, parce que cette continuité, cette persévérance dans une direction, il faut vraiment sécuriser, je dirais, l'atterrissage. Donc on va regarder précisément au niveau du business model ce qu'il y a derrière. Le deuxième aspect, c'est redéfinir un modèle d'entreprise qui soit compatible et, je dirais, qui influence favorablement toute cette transformation et cette recherche d'innovation. Donc ça, je vais partager avec vous le modèle que nous avons designé pour nous et que nous cessons de réinventer. Et puis, comment on vit ça de l'intérieur, finalement, une fois qu'on a mis la théorie de côté. Comment le vivent les gens, qu'est-ce qui fait bouger 450 000 collaborateurs dans la même direction et vraiment créer de la valeur pour nos clients. Puisque je reviens quand même en arrière, je voudrais vous montrer nos valeurs. J'aurais dû commencer par là. Effectivement, nos trois valeurs tout en haut. Être complètement dédié au succès de nos clients. Deuxièmement, l'innovation qui a du sens, qui compte. Innovation that matters. Et la troisième dimension, c'est l'aspect, bien sûr, relationnelle, humaine, autour de la confiance. Voilà. Alors, là, vous avez une des conclusions d'une étude qu'on avait menée il y a quelques années auprès de plus de 4000 dirigeants à travers le monde. Et on continue à faire ce genre d'études, c'est très instructif, on partage avec nos clients. Et le sujet, la préoccupation, c'était oui, il faut qu'on change. Et c'est bien l'innovation produit, mais fondamentalement, il faut qu'on repense notre business model. Donc on recherche de l'innovation dans le business model. Ce qui était une préoccupation évidemment pertinente et légitime. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'il y a différentes façons d'innover dans le business model. Et l'une n'excluant pas l'autre. Et justement, ce que je voudrais partager avec vous, c'est nous avons joué sur les trois tableaux. Et certains étaient particulièrement, je dirais, orthogonaux par rapport à là où nous étions. Mais dans cette industrie, nous avons souhaité, nous, en tout cas, jouer les trois volets. Donc, le premier volet, c'est vraiment d'aller innover dans son secteur d'activité, d'aller chercher toutes les façons d'innover dedans. Vous voyez quelques noms très connus, je suis sûre, qui résonnent aussi pour vous en termes d'innovation. La deuxième chose, c'est de retravailler son mix revenu et son mix profit, son modèle de pricing pour aller trouver une autre forme de valeur et de différenciation. Et la troisième chose, c'est comment j'organise mon entreprise dans sa chaîne de valeur entre ce que je décide délibérément d'internaliser ou de réinternaliser versus ce que je décide d'externaliser ou le type d'alliance et de modèle, je dirais, externe que je veux favoriser. Voilà. Alors, je vous montre déjà le résultat en chiffres, même si ce n'est pas le plus passionnant. Le plus passionnant, c'est l'histoire et comment on va faire demain. Donc, c'est sur la transformation qui résulte dans des chiffres. Alors, là, ce que vous voyez sont des chiffres de profit, mais j'aurais d'abord commencé par le chiffre d'affaires. Donc, dans les années 90, on faisait 80% de notre chiffre d'affaires dans le hardware, 20% en logiciels et services. Donc, on était fondamentalement une société qui vendait des produits. Et vous imaginez que les logiciels et les services qui allaient autour, ils étaient très proches des produits. Voilà. Et donc, nous sommes rendus compte que ce que voulaient les clients, c'était des solutions. Donc, il fallait fondamentalement changer notre mix et qu'on allait chercher dans ce nouveau mix aussi
de quoi financer en fait un modèle vertueux de réinvestissement permanent dans l'innovation, d'accord? Et c'est pour ça qu'en fait on allait chercher d'autres business models autour du software, le service n'étant pas particulièrement connu pour être hyper générateur de profit, donc on est allé, et les solutions c'est vraiment du software et du service. Donc on est passé donc à 80% de chiffre d'affaires dans le hardware, à aujourd'hui sur 100 milliards, 57 milliards dans les services, 26 milliards dans le software. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, plus de la moitié de notre chiffre d'affaires est dans les services et les 3/4 services et logiciels, donc vraiment l'approche solution. D'accord ? La conséquence, et alors la conséquence elle est aussi bien sûr délibérée, hein, mais je veux dire la conséquence en termes de profit, elle est qu'on s'est orienté vers un modèle où en fait aujourd'hui, ce que l'on vit, c'est 50% de notre profit qui vient du software. Voilà. Ce qui veut dire qu'en fait, on s'est détaché, bien sûr, on reste présent dans le matériel, mais on s'est détaché de la dépendance qu'on avait autour des produits pour pouvoir vraiment avoir un modèle qui autogénère, je dirais, ces 50% de profit. Et on va le voir, on réinjecte 60% des économies qu'on fait dans les domaines de croissance pour être sûr qu'à chaque fois, on a bien un cercle vertueux, pour ne pas arrêter d'innover. Alors ça, en fait, c'est vraiment important parce que le point de départ, c'était le client et de comprendre qu'on s'était éloigné du client. Nous, pourquoi on était prêts à mourir dans les années 90 ? C'est qu'on était devenus des baronnies dans les pays. Je pense qu'on était arrogants. On n'avait pas forcément un portefeuille d'activités qui était très clair pour le client. C'était très produit. On ne tirait pas parti de notre dimension internationale alors que les clients attendaient eux ça, hein, qu'on traverse les frontières et qu'on soit, je dirais, très agile pour les accompagner dans leur développement international. Et donc, c'est ce qui, globalement, nous a fait bouger. Et l'impulsion, elle a été donnée en mettant à la tête d'IBM pour la première fois un client. Voilà, Lou Gerstner, qui donc, lui, je dirais, a quand même énormément révolutionné parce que son regard était différent et il a dit repartons du client, que veut le client? Le client veut des solutions et on va voir aussi les autres modifications en séquence. Alors, la vraie révolution, je dirais, dans notre business model, c'est celle-là, c'est de dire pour pouvoir être pertinent sur ces solutions, pertinent sur l'innovation, il va falloir qu'on aille, nous qu'on continue à innover avec notre recherche et développement, mais surtout, il va falloir qu'on aille chercher aussi des assets pertinents, des savoir-faire que l'on n'a pas et ça prendrait trop de temps pour les acquérir, ça se trouve on n'y arrivera jamais, ou alors il faut aller très vite. Et donc on va les acheter. On a acheté 150 sociétés, vous voyez, depuis 2000, 42 milliards, donc c'est, voilà, quand je vous disais c'est gros, alors là il vaut mieux pas se tromper. Et on en a vendu pas mal, on a vendu pour l'équivalent de 15 milliards de chiffre d'affaires. Vous voyez les activités notoires, hein, notamment PC à Lenovo. Là, on vient de revendre aussi nos serveurs Intel, donc le bas de gamme des serveurs à Lenovo, les terminaux points de vente à Toshiba, etc. Bon. Donc, ce que l'on a vendu, c'est ce qui nous paraissait être commoditisé, du volume, donc avec une valeur qui était assez faible aux yeux de nos clients, en disant, même si c'est une activité profitable, etc., nous, on va s'en séparer et on va se concentrer uniquement sur les enjeux de valeur pour nos clients autour des solutions. Voilà. Et donc, il y a eu tout un travail, alors ça s'est fait sur des années, mais il y a eu tout un travail d'analyse de qu'est-ce qui va faire la différence demain pour les clients et donc d'aller chercher les axes de différenciation et les futurs marchés. D'accord ? Donc aujourd'hui, tout le monde s'accorde à dire que c'est autour du CAMS. Donc c'est tout ce qui est cloud, tout ce qui est analytics et on va dire big data et analytics, tout ce qui est mobility, d'accord, tout ce qui est social business. Et ça entraîne derrière la notion on dit CAMS au carré, de sécurité, parce que bien sûr, plus vous y allez avec la donnée, avec les mobiles, les réseaux sociaux, etc., plus ça crée des enjeux de sécurité. Voilà. D'accord ? Donc, au bout du compte, nous, on est allé screener un peu sur le marché des sociétés qui allaient nous permettre de compléter notre portefeuille dans ce domaine. Et je peux vous dire qu'en fait, il y a des gens chez nous qui ne font que ça, d'aller continuer à screener. Et alors, il y a des gros et des petits. Et bien sûr, on va voir tout de suite en termes de transformation, comment intégrer autant de sociétés aussi variées. Quand vous avez un Price ou une société qui s'appelle Cognos, ou que vous avez des petites startups
vous pouvez imaginer que les personnes qui y travaillent vont peut-être avoir du mal à se projeter au sein d'IBM et à se retrouver une identité qui les motive. Et là, on vient de faire récemment une acquisition qui est assez intéressante autour de SoftLayer, donc là un peu plus d'1 milliard, donc qui a un cloud, on va dire, époustouflant. Et ce qui est intéressant, c'est que ce modèle-là était tellement différent qu'on a dit, pour un certain temps, on ne va pas les intégrer dans IBM. Ce qui est très rare chez nous. On ne va pas les intégrer chez IBM, on les laisse vivre leur vie, on les aide là où on peut, mais là, on a décidé d'avoir un modèle d'intégration un peu différent. Mais donc, nous tous, c'est vrai que ça nous a amené aussi à, et je sais qu'on a fait des erreurs sur certaines intégrations d'acquisition et d'autres qu'on a bien réussi, et ça c'est extrêmement challenging, je dirais, de vraiment ne pas dévaloriser l'asset que l'on a acquis, et de vraiment accompagner l'intégration des personnes pour qu'ils puissent voilà, se réépanouir dans un contexte très différent. Alors, l'autre gisement de croissance, et parce que transformation à travers le monde, c'est évidemment les pays émergents. Et donc, pour nous qui étions une société US-centrique, on s'est révolutionné aussi sous cet angle-là. Donc en fait, juste pour illustrer, on a créé 144 filiales en 2012 dans les pays émergents. On s'est dit que c'était très important que l'innovation soit aussi répartie. Donc on a dans nos laboratoires et nos centres de recherche, par exemple, on a créé un au Kenya, il y en a au Brésil, et c'est hyper important pour nous d'avoir aussi les équipes de recherche et développement qui sont dans cette diversité, on va dire. Voilà. Parce que les modes de pensée peuvent être différents, etc. Donc, évidemment, là, cette croissance a été très importante. Donc, ça représente aujourd'hui 22-23% de notre chiffre d'affaires et on veut monter à 30% pour enlever un petit peu de pression sur les pays mûrs parce que là, les enjeux de croissance sont un peu plus compliqués. Alors, juste pour terminer, je dirais sur le modèle. Là, ces 10 années ont été fondamentales pour nous, pour asseoir un modèle financier qui soit reconnu comme étant robuste, qui génère un free cash flow qui est fort et qui nous donne cette capacité à continuer à investir, à acquérir, etc. Je veux juste insister sur le fait que c'est toujours très fragile, très fragile, parce que, je veux dire, on parle de grosses sommes, mais si on se trompe d'un virage, nous ça nous était déjà arrivé, ça fait très mal. Très mal. Là, aujourd'hui, on est reconnu comme étant très transparent, très prévisible, très robuste dans notre gestion de PNL par les analystes. On nous recherche sur le terrain de la croissance. Et justement, cette croissance, on va la chercher sur ces nouveaux domaines, cloud, analytics, etc., où on fait 3 fois plus que la croissance du marché. Mais l'IT traditionnel décroît de 8%. Donc avant qu'on retrouve, ce gisement de nouvelle croissance, je dirais, on a vraiment besoin d'aller être encore plus, je dirais, fort sur cette partie démonstration de la croissance. Alors, le modèle d'entreprise, très vite, je vous ai parlé des baronnies dans les années 90. Et ces baronnies, elles étaient dans les pays. Donc, en gros, vous aviez une IBM par pays, voire par région. Donc, ce modèle a été jugé comme étant complètement contraire aux attentes des clients et alors clairement pas efficace, clairement. Donc en fait, on s'est orienté vers ce qu'on appelle une entreprise globalement intégrée. Et on va voir en fait, ça repose fondamentalement sur le fait d'intégrer, d'harmoniser et d'intégrer les processus, les opérations et de s'appuyer sur des centres de services partagés à travers le monde. On a essayé de synthétiser ce que l'on voit comme évolution entre une entreprise internationale par rapport à une entreprise globalement intégrée. Alors, je ne vais pas détailler toutes les caractéristiques, mais fondamentalement, l'entreprise globalement intégrée, elle dit « moi j'ai une identité globale ». Je n'ai pas mon siège à New York et les vassaux ou les filiales, etc. Donc, et ça, c'est une petite phrase, mais derrière, c'est extrêmement compliqué parce que quand vous avez 140 000 personnes en Inde, dont les 3/4 n'étaient pas là il y a 7 ans, bon, comment on leur donne la sensation d'appartenance, je dirais, aussi forte qu'un bon vieil Imer qui, depuis 30 ans, a vu passer toutes les guerres. D'accord ? Donc voilà, ça, ce sont de vrais enjeux. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que la notion de zone géographique est écrasée par la notion de domaine d'expertise.
Et donc, bien sûr, on a tous en tête nos centres d'excellence, etc., à différents endroits, la Compta à Bratislava ou à Portsmouth, etc. Ce que je trouve intéressant, c'est au fur et à mesure, si je prends l'Inde, nous, pourquoi on a autant de monde, c'est qu'aussi on a nos centres de delivery. C'est qu'à un moment donné, il y a eu des recherches sur la réduction des coûts, mais je veux dire, aujourd'hui, on est sur des notions d'expertise. Par exemple, je vais prendre sur des practices comme PeopleSoft. Nous, on a une practice très très grosse en Inde et on va là-bas, bien sûr c'est moins cher, mais surtout c'est parce qu'on a nos meilleurs experts là-bas. Donc je trouve que ça devient très intéressant parce que vraiment, bien sûr il y a la recherche de coûts, mais il y a quand même une couche au-dessus qui est aller créer au bon endroit, là où on va trouver les ressources les plus pertinentes, finalement un gisement de valeur. Voilà, c'est plutôt dans cette logique. Ce que l'on retrouve, c'est aussi cette notion d'ouverture. Je dirais l'entreprise internationale, pour nous, elle était assez fermée. Et là, la notion d'ouverture, c'est de dire, il faut que je trouve des alliés et que je définisse des modes d'alliance ou d'externalisation qui soient complètement optimisés. Alors, par exemple, on a pris une décision qui n'était pas une décision neutre, d'externaliser notre supply chain à travers le monde. On a choisi Geodis, voilà, c'est un très gros contrat. Donc vous imaginez, pour nous, ça c'était nos tripes aussi quand même. Hein. Donc c'est une décision qui est non neutre, mais qui voilà, nous a paru pertinente, je dirais, en termes de savoir-faire, de capitalisation, d'expérience, etc. et de flexibilité de modèle. Voilà. Alors le dernier point, il est sur la diversité des cultures, effectivement. Donc ça, je considère que c'est un challenge qui ne sera jamais atteint, mais en tout cas qui nous occupe beaucoup, parce que ça veut dire apprendre aux équipes à travailler ensemble, à travers le monde, se comprendre. Et je dirais que ça, je pense que tout le monde se heurte à ça, mais en même temps, c'est intéressant de voir que les choses évoluent dans le bon sens. Alors, on a vu comment on allait chercher des zones de croissance pour nourrir, je dirais, ce cercle vertueux de réinvention et d'innovation. La recherche de la productivité dans ce modèle que je vous ai montré d'entreprise était la deuxième composante. La première, c'est qu'on ne peut pas dire on se transforme, on acquiert plein de sociétés et on fonctionne comme des épiceries dans chacune des régions dans le monde. Ça ne peut pas fonctionner, donc il fallait intégrer. Mais ça a aussi, bien sûr, une contribution en termes de productivité et de réduction et de réinjection d'argent. Donc, en gros, entre 2005 et 2010, on a pu générer 6 milliards de dollars de productivité. Et là, notre plan, c'est 8 milliards entre 2010 et 2015. Parce qu'on veut en réinvestir 60% dans la croissance, acquisition ou innovation ou recherche, etc. Voilà. Donc, je peux vous dire que ça, c'est assez structurant, c'est-à-dire que chacun d'entre nous, on a des objectifs très précis pour aller ramener ces 8 milliards. Et il y a des moments où vous avez l'impression que vous avez déjà transformé beaucoup, donc vous vous dites où vais-je aller les trouver? Et en fait, ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'on se rend compte que collectivement, on s'est tellement imprégné dans cette logique de rechallenger en permanence qu'on arrive à trouver. Et moi, c'est ça qui me fascine, parce que on entend pas mal de gens dire que c'est difficile de transformer et qu'ils n'y arrivent pas et qu'ils ne voient pas où on peut le faire. Et ben moi, j'ai toujours été impressionnée par la capacité des gens à finalement retrouver de nouvelles choses à modifier dans les process, dans les organisations, dans les systèmes, et à aller chercher encore de nouvelles économies. Voilà. Et je peux vous dire que chaque année, quand on se penche sur notre plan, bon, par moments, on s'arrache les cheveux, néanmoins, voilà, on arrive à réinjecter ça. Effectivement, donc, le modèle, c'est qu'il y en a 40% qui vont dans le profit et 60% qui vont dans les domaines de croissance. Alors, les exemples de productivité, je peux vous donner 3 exemples. Dans le secteur de l'IT, pour notre propre fonction informatique, bon, on avait quand même le luxe d'avoir 128 directeurs informatiques, 155 data centers à travers le monde, et je ne sais plus, 14 000 applications, 16 000 applications. Donc là, voilà, on a fait ce qu'on dit à nos clients qu'il faut faire. On est revenu sur un nombre raisonnable de data centers, un directeur informatique et 4 500 applications. Voilà. Et dans la finance, on a fait évidemment la même logique d'harmonisation des process, etc. Là, ce qui est intéressant, c'est que le coût de la finance, c'est quand même 14 000 personnes, c'est énorme, hein, je veux dire. C'était 3% du chiffre d'affaires d'IBM, maintenant c'est 1%. Mais comme on applique nos credos, nos convictions sur Big Data, Analytics, etc.,
On s'en sert évidemment pour nous. Donc pour vous donner deux exemples, les notes de frais, plus personne ne les valide. Il n'y a plus aucun être humain qui les valide. Pour les 450 000 collaborateurs à travers le monde, sauf 10%. 90%, ça passe en automatisé, parce qu'avec les modèles analytics, en fait, on arrive à détecter la fraude bien mieux qu'avant. Donc en fait, je dirais que c'est vertueux, et ça, bien sûr, ça génère des économies. Et par exemple, les risques financiers, avec l'analytics, on arrive à maintenant les identifier à 9 mois, avant c'était 6 mois. Donc ça, c'est pareil, c'est assez utile pour maîtriser nos coûts. Voilà. Alors, on va terminer par l'aspect le plus important, c'est la partie, le volet humain et comment on arrive à mobiliser, accompagner, stimuler nos collaborateurs. Et je dirais, il y a énormément d'aspects dans cette question, juste en brosser quelques-uns. Alors, la première chose, c'est la diversité. La diversité sous tous ses angles, hein, bien sûr, hommes-femmes, culturels, entre autres. Et ce qui est intéressant, c'est que bien sûr, c'est bien sur le plan moral, c'est très bien de le faire, mais bon, ça va bien au-delà évidemment parce que c'est très important d'être complètement synchronisé et calé avec nos clients, et nos clients sont en attente de cette diversité parce que c'est nous, c'est eux, quoi. Donc il faut refléter ça. On s'est rendu compte bien évidemment que ça permettait d'avoir beaucoup plus de créativité, d'avoir je dirais, des groupes très variés plutôt que des clones. Voilà. Donc nous, on est très impliqués dans cette politique de diversité. Là où c'est compliqué, et donc c'est ce sur quoi notamment les managers travaillent, c'est quand par exemple vous avez une activité, moi à un moment donné je dirigeais le financement pour l'Europe, dans les pays quand vous avez toutes vos équipes autour de vous, donc quand ça devient compliqué, quand vous avez des grosses négociations, que ça continue le soir et que vous avez la personne qui vous fait le pricing, votre credit manager qui est à côté, la comptable, les juristes, etc., c'est sûr que c'est plus facile. Et quand après vous devez faire les mêmes travaux d'équipe de nuit, le week-end, avec le pricing qui est à Budapest, le patron de la compta qui est à Portsmouth, les juristes, certains sont à Dublin. Voilà. Et ben d'abord, il faut apprendre à travailler ensemble comme ça, il faut se faire confiance, et il faut se dire, ça va marcher, ça va marcher. Et bon, ben moi j'avoue que j'étais assez fascinée de la capacité d'adaptation. Après, il y a toujours 20% qu'il faut aller régler d'une façon un petit peu différente, et là je considère que justement c'est le rôle des leaders d'aller trouver les bons ingrédients pour traiter les 20% qui sont plus compliqués. Alors, la deuxième chose pour nous, c'est fondamentalement, évidemment, tout le travail sur les compétences et les skills, parce que quand on passe de 80% de chiffre d'affaires dans le hardware, avec une grosse présence mainframe, on va dire, à l'époque, on y est toujours, on fête les 50 ans du mainframe, néanmoins aujourd'hui, on est quand même sur des sujets qui sont aussi très très différents. Donc on a fait énormément de travail sur deux axes, indépendamment des compétences de fond dont on va parler. La première chose, c'est de raisonner par secteur d'activité. Donc en fait, on a créé vraiment une verticalisation très importante au niveau des commerciaux comme au niveau des spécialistes, en disant pour le secteur bancaire, eh ben, on va essayer de comprendre le secteur bancaire, de parler le langage du secteur bancaire et d'être crédible plus qu'un seul rendez-vous avec un directeur métier dans la banque. Pareil pour le ferroviaire, pareil pour la distribution, pareil pour les télécoms, etc. Donc ça, c'est compliqué parce que vous avez beau faire des formations et des formations, on ne change pas quelqu'un qui était un expert Unix en quelqu'un qui va être capable de parler de comment on fait la maintenance prédictive sur les assets ferroviaires à SNCF. Donc là, il y a quand même un gros travail de réorientation, de développement de compétences et puis d'apprentissage sur le terrain. Et puis de regarder justement dans toutes ces acquisitions que l'on a faites, comment on arrive à matcher, je dirais, par rapport aux compétences dont on a besoin. La deuxième chose, c'est, indépendamment de ces secteurs d'activité, ce sont les sujets eux-mêmes, donc les solutions. Donc qu'on parle du cloud, qu'on parle de tout ce qui est analytics. Donc là, c'est vraiment aussi un énorme travail, bien sûr, de redéfinition des compétences. En fait, ce que l'on attend de nos collaborateurs, c'est
d'avoir une spécialisation. Donc c'est en fait notre T-shape modèle. Donc la barre verticale, c'est l'approfondissement, la spécialisation, en disant on ne peut pas survivre et amener de la valeur dans notre industrie auprès de nos clients si on n'a pas une vraie spécialisation approfondie. Donc, nous, on encourage énormément nos collaborateurs et je dirais chaque manager passe beaucoup de temps sur le sujet avec chacun de ses collaborateurs pour être sûr que les gens ne se dispersent pas et qu'ils vont se créer une légitimité de spécialisation, une profondeur. Et la barre horizontale, c'est la capacité à mettre dans le contexte. Donc, c'est quand même avoir une vision transverse et globale d'intelligence de ce qui se passe. Et donc, on voit tout de suite que c'est compliqué. Je veux dire, ça demande un gros effort pour les gens pour pouvoir voilà, se développer sur ces deux axes. Et donc, bien sûr, nous, on design tous nos programmes en conséquence. Voilà. Et je peux vous dire que là, notre nouvelle présidente a mis énormément l'accent sur la formation. Et bien sûr, les exécutifs doivent donner l'exemple avec un programme où on doit à minima avoir 40 heures qui sont répertoriées, mais 40 heures vraiment au vert et approfondies. Et bon, je dirais que moi, l'observation, c'est qu'on est plus sur les 80 suivant les personnes. Et je dirais la courbe d'apprentissage qu'il faut développer. Alors là, c'est pour les collaborateurs. Ce qui est très intéressant, c'est aussi de regarder au niveau des compétences de fond. Donc vous avez à gauche, je dirais, nos compétences vraiment de fond, les bases, et puis après, ce qu'on attend des leaders. Alors, c'est un petit peu difficile à lire, mais nous, on a beaucoup secoué les leaders, parce que on pense qu'ils ont un rôle crucial à jouer dans toute cette transformation, et, voilà, et que l'exemple doit venir des exécutifs, des managers, et c'est pas facile. Voilà. C'est pas facile parce que quand vous faites 150 acquisitions, il faut suivre, il faut intégrer toutes ces nouveautés, ne pas avoir l'air surpris quand on vous parle d'une société que vous venez d'acquérir, mais vous ne savez pas ce qu'ils font. Donc il y a quand même un gros challenge autour de ça. La deuxième chose, c'est quand vous êtes dans les pays mûrs, il faut donner des perspectives. Alors que voilà, on voit qu'une grosse partie de la croissance vient des pays émergents, donc c'est plus difficile, je trouve, d'aller donner des perspectives, une vision à nos équipes dans des pays comme la France. Et c'est encore plus important parce que, voilà, je veux dire, il faut qu'ils se retrouvent. Alors, ils savent qu'ils vont pouvoir trouver des opportunités à l'étranger, chez nous, dans les pays émergents. Et en même temps, il faut qu'ils voient comment leur rôle peut devenir encore plus valorisé dans les pays mûrs. Voilà. Donc, on retrouve notamment des compétences autour de tout ce qui est adaptabilité, évidemment, creative problem solving, parce que quand vous avez 80% de nos opérations qui sont à travers des process, justement, c'est toutes les 20% qui vont faire que tout ne va pas se coincer dans le système et que ça va être fluidifié. Donc là, on va aller rechercher justement de la créativité, de l'initiative, etc. Et la dimension très intéressante qui est teamwork et collaboration, parce que le monde d'aujourd'hui fait qu'on est digitaux et qu'on ne peut pas travailler avec des systèmes traditionnels. Il faut aussi révolutionner la façon de travailler par l'aspect géographique dont on parlait, mais aussi tout simplement parce qu'on a des besoins de collaboration puissance 1000 par rapport à avant. Donc juste pour vous donner un exemple aussi qui est énorme quand on y pense chez nous, donc on est 450 000, on a 91 000 communautés. Et c'est pas, on ne les a pas créées comme ça, c'est parce qu'en fait c'est nécessaire. Donc la communauté, c'est vraiment un groupe de travail qui échange, qui invente ensemble, qui fait des brainstorming, qui partage de l'info, etc. Alors dans ces communautés d'ailleurs, il y en a certaines qui sont avec de l'extérieur, hein, des personnes de l'extérieur qui contribuent. Voilà, je vais terminer parce que je pense que je dépasse mon temps. Donc, j'ai essayé de partager avec vous l'intensité, je dirais, de cette révolution pendant les 25 années. Et là, aujourd'hui, c'est aussi profond, finalement, les challenges auxquels on doit faire face et la transformation. Donc, dans notre industrie, en gros, on considère qu'il y a 3 tendances lourdes, mais qui amènent des changements très profonds à la fois pour nous, tous les acteurs de l'IT, et pour nos clients, parce qu'il y a des opportunités extraordinaires et il vaut mieux qu'ils les saisissent et qu'on les, collectivement dans le secteur de l'IT, qu'on les aide à les saisir. Alors la première chose, c'est la révolution amenée par la donnée.
Donc, nous considérons que la ressource naturelle du 21e siècle, c'est la donnée. Parce que c'est juste exponentiel. Donc, des données, il y en a partout. La particularité, c'est qu'elles sont pour 80% non structurées. Des vidéos, des tweets, des tags, bon, un tas de choses de nature diverses et variées, hyper intéressantes. Et la question, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Et les gens ne vous pardonneraient pas de ne pas en faire quelque chose. Donc on a une problématique de volume, on a une problématique d'exigence en temps réel, parce que voilà, il y a beaucoup de problématiques qui doivent être traitées en temps réel. Et puis on a des enjeux d'exigence de personnalisation et d'individualisation. Donc le client, le consommateur, ne supporte plus qu'on lui parle comme faisant partie d'un segment. Alors là, c'est très has-been. Donc il faut être hyper individualisé. Et bon, moi je le vois par exemple pour SNCF, c'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'il y a 4 millions de voyageurs au quotidien, mais c'est 4 millions de personnes qui veulent chacune leur voyage du point A au point B avec des services autour. Et ils ne voient pas pourquoi ce serait un truc collectif et avec des informations qui ne sont pas pertinentes. Donc voilà, quand je disais en temps réel, c'est qu'on aimerait bien même savoir avant quand il va y avoir un problème et puis avoir des petites idées de scénarii, de repli ou de réorientation. Voilà. Bon, donc je dirais qu'autour de la donnée, là, il y a vraiment une énorme pression sur les entreprises. Et donc, bah, il faut que nous, collectivement, on arrive à créer de la valeur autour de ça. La deuxième grosse révolution, c'est le cloud. Donc là, c'est pareil, je dirais que la grosse majorité des entreprises n'envisagent pas l'avenir sans passer sur du cloud, qu'il soit privé, qu'il soit public ou un mélange des deux. De toute façon, c'est un incontournable aujourd'hui. Donc il faut être dedans, il faut être pertinent là-dedans. Il y a un peu de monde qui quand même s'y intéresse. Et bien sûr, l'exigence, elle est de sécuriser comme si on était dans ses propres data centers bien blindés. Donc, ça amène des tas de problématiques aussi de sécurisation associées. Et la troisième révolution, qui touche les entreprises, les personnes, les citoyens, les institutions, les collectivités, etc., c'est ce qu'on appelle Systems of Engagement, ou l'engagement des personnes, alors que ce soit les clients ou que ce soit les employés d'une entreprise. Mais en fait, c'est l'idée de les mobiliser, d'interagir avec eux et de les faire participer. Et on présente ça comme un complément, pas une opposition, mais un complément aux Systems of Record. L'informatique s'était occupée des Systems of Record. Et maintenant, ce qu'il faut, c'est arriver à harmoniser, fluidifier, faire circuler pour une entreprise donnée ces Systems of Record et ces Systems of Engagement. Donc, c'est quoi les Systems of Engagement? C'est justement les réseaux sociaux, les mobiles. Et quand vous voyez que un client qui contacte une entreprise sur les réseaux sociaux, son exigence de réponse, c'est 5 minutes. Voilà, 5 minutes. Donc on voit tout de suite la pression que ça met sur l'entreprise pour pouvoir lui répondre quelque chose, pertinent, etc. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit qu'une grande majorité aussi des gens sont prêts à donner des infos personnelles sur eux si on leur envoie quelque chose de très personnalisé, qui a de la valeur, qui est pertinent pour eux. Donc en fait, il y a bien une démarche positive, je dirais, de création de valeur individuelle qui peut se développer. Voilà. Alors donc c'est là où on arrive à cette logique de dire, pour toute entreprise, l'incontournable, c'est d'avoir un modèle d'engagement pour ses clients et d'avoir un modèle d'engagement pour ses employés. Et moi, je vais juste terminer là-dessus, c'est que finalement, on ne peut pas ignorer la stratégie digitale pour ses propres employés, qu'on le veuille ou non, voilà, de toute façon. Donc, alors nous, on l'a résumé en disant, par rapport aux résultats financiers dont je vous parlais, la performance financière, on considère qu'en fait, c'est le résultat d'une expérience client unique. Avant, on parlait de satisfaction client, mais on parle plus d'expérience client. Et cette expérience client, en fait, elle vient d'un engagement des employés qui est unique, justement. Si on a bien les compétences et l'engagement des employés, ça va produire une expérience client unique et ça va produire les résultats. D'accord? Donc, en fait, ça amène énormément de focus sur la partie employee engagement. Donc, juste pour terminer, vous voyez qu'on a... On recompose, je dirais, les ingrédients
nous, de notre modèle qui nous fait marcher, avancer autour de l'innovation et de la transformation, avec de toute façon la recherche, plus de la moitié de la recherche qui est sur ces domaines de croissance dont je parlais, avec plus d'un tiers des chercheurs maintenant qui sont dédiés à des approches communes avec les clients. Donc on prend un sujet où on n'a pas pu craquer le code jusqu'à présent et on dit on se met ensemble pour essayer de résoudre cette problématique. Donc moi, par exemple, avec SNCF, on travaille sur des projets de recherche communs. Donc c'est hyper intéressant parce qu'on n'est plus sur des produits, on est bien d'accord. On est sur vraiment des vraies problématiques qui vont permettre après de toucher du doigt une valeur pour le client. Donc les acquisitions, plus que jamais, elles sont tournées dans ces domaines. Juste pour dire, Big Data Analytics, nous, on a racheté 34 sociétés dans ce domaine et on travaille avec 40 000 clients sur des dossiers de Big Data Analytics. Donc quand je vous dis que c'est un raz-de-marée, c'est vraiment... voilà. Donc on voit ce changement lourd. Et puis, voilà. Donc je dirais le résultat sur notre modèle financier qui fait qu'on espère être calé, on espère être on track pour le nouveau centenaire. Mais j'avoue que tout ce que j'ai partagé avec vous sur comment on fait avancer les gens, comment on vraiment, je dirais, on leur donne une vision stimulante. Je dirais, notre bilan, c'est que je pense que tous les IBMers sont convaincus et acteurs de la transformation parce que pour eux, c'est normal. C'est-à-dire, en fait, on est toujours en transformation, donc finalement, c'est devenu le mode standard. Donc ça, je pense que c'est un socle très important. Maintenant, les préparer à l'avenir, leur donner une vision pour l'avenir, je dirais que ça, c'est encore à construire. Voilà. Merci beaucoup. Merci.